Bienvenue sur le midi d'RTCI, Emel Smeoui au micro, Enis Lourimi à la technique et notre invité Ayoub Massoudi, la personne dont tout le monde parle. En ce moment, ex-conseiller principal du président chargé de l'information, il a démissionné, il va nous expliquer pourquoi. Mais avant ça, intéressons-nous à l'homme, à son parcours. Si Ayoub, bienvenue. Merci Emel, merci à toute la chaîne RTCI. Merci à vous de nous offrir la primeur de vos révélations, c'est très appréciable. Je vous en prie. Alors, si Ayoub, comment vous êtes-vous retrouvé embarqué dans cette aventure? Comment avez-vous croisé le chemin de Monsef Marzouk et de la politique en général? D'accord. Écoutez, même si j'ai pas franchement l'habitude de parler de moi-même, j'aime pas trop parler de moi-même parce que j'estime pas que mon parcours, mon CV va forcément intéresser tout le monde, mais peut-être pour mettre un peu tout le monde dans le cadre, on va Voilà, dire. moi c'est pour expliquer Je vais peut-être le parler déroulement des faits. de ma personne, mais vraiment essayer plus de m'attarder sur la vraie problématique, sur le fond du problème politique. Alors, moi j'ai 32 ans, j'ai fait un baccalauréat maths au lycée pilote à Liène. À la suite de ça, j'étais boursier de l'État et donc j'étais à Paris faire mes écoles préparatoires et à la suite de ça, donc école d'ingénieur, doctorat en informatique. Et je pense que depuis toujours, je me suis intéressé à la politique. Je me suis intéressé on va dire, à tout ce qui touche à l'intérêt général de la Tunisie, que ce soit la politique intérieure ou étrangère. Et je me rappelle toujours, en 2001, ça doit être vers la fin de l'année 2001, à cette époque-là, le président Monsef Marzouk a été au Maroc pour un sommet des présidents des ligues arabes pour les droits de l'homme. Et à son retour, donc on a confisqué son passeport. Bien évidemment, au Maroc, il a parlé de sujets qui touchent directement à la Tunisie et l'état de dictature que vivait la Tunisie à cette époque-là. Dénoncer des retournements de fonds, retournements d'argent du fonds, des détournements de fonds du 26-26. Et donc, dès son retour, son passeport était confisqué. Il a été donc intimidé. Toute sa famille, il a subi toute une vague, une série de répressions comme ça. Et à cette époque-là, moi, j'étais dans ma petite chambre parisienne, le petit étudiant qui suivait un peu l'actualité des opposants tunisiens avec beaucoup d'admiration, d'ailleurs. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé pour lui dire que voilà, qu'on n'était pas seul, lui exprimer mon soutien et le soutien Vous ne le connaissiez pas, hein, vous êtes procuré son numéro et vous l'avez appelé. Je crois qu'il y avait son numéro quelque part sur un site. Je ne sais plus comment je suis arrivé à son numéro, mais voilà, je l'ai appelé, je lui ai exprimé mon soutien ainsi que celui de toute une jeunesse, donc un groupe d'amis qui suivait un peu l'actualité en Tunisie, qui s'y intéressait. Et à cette époque-là, d'ailleurs, il m'a dit, mot par mot, il m'a dit tu verras mon fils, ils laisseront la Tunisie en ruine. Donc ça fait à peu près, on va dire, 10 ans. Donc c'était quasiment une prophétie, on va dire. C'était pas la première fois que le président Monsef Marzouk a annoncé ou a prévu en fait cette fin dramatique d'un règne dictatorial. Et effectivement, 10 ans après, nos chemins se sont recroisés. C'était vers la fin décembre. Le président Monsef Marzouk tenait une conférence sur la lutte civile pour combattre la dictature. C'était donc au cœur de la révolution même, donc qui a commencé le 17 décembre. Donc on était vers la fin décembre, début janvier. Et donc moi j'ai participé à cette conférence, donc j'ai intervenu pour tout ce qui est la lutte cybernétique et comment la jeunesse peut participer par des actes symboliques, donc via Internet, via les réseaux sociaux, à cette lutte pacifique, celle de la révolution tunisienne. Voilà. Et là, vous l'avez rencontré physiquement pour la première fois? Là, je l'ai rencontré physiquement pour la première fois, donc avec quelques autres amis. Et ainsi que M. Ahmed Dame, le directeur de cabinet actuel du président de la République. Et depuis, depuis les contacts se sont multipliés, resserrés, jusqu'au moment où vous avez décidé de tout d'enjoindre plaquer. le CPR. Voilà.
Donc à cette époque, moi, bien sûr, je dirigeais une petite équipe de recherche et développement. Ça fait à peu près En France, hein, je précise. voilà, en France à Paris, depuis à peu près 3 ans. Donc c'était ma 3e année. Donc une situation stable, une réussite J'avais une situation professionnelle. stable, Comment est-ce qu'on prend le risque de lâcher tout ça pour se consacrer à la politique? Vous aviez une vie de famille, une femme enceinte. Je pense que c'est pas uniquement mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de Tunisiens. C'est que depuis toujours, en fait, aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger, on se sent étranger. C'est-à-dire que en Tunisie, on se sent étranger parce qu'on jouit pas de nos droits civils, de notre pleine citoyenneté et de tout ce qui en découle comme droit, comme droit de vote, comme droit de choisir son orientation politique, de s'exprimer, etc. Et donc, je pense que c'est une soif, en quelque part, une soif de revenir aux sources, en fait, de revenir au pays. Donc, moi, à cette époque-là, ça fait quand même 12 ans que je vis à l'étranger. Et donc, c'est, on va dire, un exil, en fait, un exil forcé, en quelque sorte. Les Tunisiens, aussi bien à l'étranger qu'en Tunisie, sont quelque part en exil. Et ce sont des oiseaux migrateurs qui aspirent en fait à revenir et profiter pleinement, jouir pleinement de leurs droits. Et je pense que c'était l'occasion que j'attendais pour effectivement, j'avais à cette époque-là quelque part une frustration de ne pas participer directement, physiquement à la révolution, et donc je pense que c'était le minimum possible que je pouvais faire à cette époque-là, c'était de m'impliquer politiquement dans un parti, le CPR, qui était pour moi et est encore, je l'espère, en tout cas, pourra encore le rester, représente l'esprit de la révolution, la conscience de la révolution. Et j'ai choisi de rejoindre donc le CPR à la suite donc, du 14 janvier, après avoir fait la connaissance de Ahmed Daimi, de certains autres militants comme Slim Ben Hamiden, le ministre actuel des domaines de l'État. Et donc, on est entré quelque part dans une nouvelle phase après le 14 janvier, celle de l'exercice politique autorisé. Et là, il y a eu beaucoup de travail, puisqu'il a fallu construire le groupe d'abord, le structurer, ensuite préparer la campagne électorale. Vous étiez plus ou moins responsable de tout ce qui touchait aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, à l'information. Vous avez créé des mini-cellules au sein même du parti, n'est-ce pas? Voilà, à la suite du 14 janvier, donc on a eu la première réunion, je pense, autorisée du parti, était celle du 17 février 2011. C'était une réunion au domicile, constituante où vous avez... C'était une réunion constituante au domicile même du docteur Mansour Marzouki, où on était à peu près une trentaine. Bien sûr, tous les membres du bureau politique historique, les fondateurs historiques, et quelques jeunes, dont moi, donc les nouvelles figures, on va dire, qui étaient là, donc avec beaucoup d'aspiration, beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme. Et à cette époque-là, on a revu un peu les documents fondateurs du CPR, et surtout, je pense que c'était le point de départ et la chose la plus importante. On a formé à cette époque-là ce qu'on appelait les commissions. Il y avait des commissions pour tout ce qui est programme, les commissions pour les affaires étrangères, les commissions pour les relations internes et extérieures, et une commission information et communication dont moi, je me suis porté volontaire pour la diriger. D'accord. C'est là qu'a commencé le travail, et donc je suis rentré en France. Je travaillais depuis la France, donc je faisais toujours mon boulot de direction de l'équipe de recherche, et en même temps, donc le soir jusqu'à tard, la nuit, on était tout un groupe, une équipe à fourmiller quelque part. C'était pour moi une sorte de ruche, le noyau dur en fait du CPR qui faisait ses brainstorming le soir, qui distribuait l'information, qui diffusait l'information, qui essayait de faire un peu la promotion du parti. Et cette équipe s'est agrandie petit à petit. Avec bien sûr des renforts en Tunisie, au Canada, en Belgique, en Allemagne, un peu partout dans le monde. Et elle s'est agrandie pour arriver à quelques dizaines quand même de personnes qui travaillaient pour l'information et la communication du parti. Mais c'était pas que ça. Je pense que cette équipe information et communication était un peu, comme je disais, vraiment la fourmilière, le cœur en fait, où se faisaient tous les brainstorming, toutes
toutes les tentatives d'innovation, on va dire, au sein du parti. Le coup des lunettes, c'était vous? Le coup des lunettes, campagne? c'était une personne, effectivement, du groupe Information et Communication qui a eu cette idée. D'ailleurs, dans l'équipe, on était très très sceptiques. Moi, personnellement, je n'étais pas pour. Je trouvais ça un peu farfelu, mais finalement, on était très très surpris par le buzz que ça a créé le lendemain. Et non, c'était une grande réussite. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est cet esprit-là, en fait, je dirais de courage et d'abnégation. Vous avez tout donné pour le parti. Qui a su, oui, lancer le parti. Alors, je résume. Mon invité est donc Ayoub Massaoudi, ex-conseiller auprès du président chargé de l'information. Il est là pour nous expliquer les raisons de sa démission. Là, il nous raconte ses premiers pas auprès du CPR. C'est donc un jeune ingénieur qui a tout plaqué à Paris. Vous m'arrêtez, si je me trompe. C'est ça, oui. Il a tout plaqué, il s'est impliqué dans le CPR. Ils ont préparé la campagne qui a été très importante, la campagne pour l'Assemblée constituante. On arrive là au lendemain des élections. Patatras, énorme surprise pour tout le monde et pour vous aussi. Vous êtes la deuxième force politique du pays. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Alors effectivement, c'était... honnêtement, je mentirais si je disais que je m'attendais à ce que le CPR soit la deuxième force politique. Alors pour vous, c'est une bonne surprise. D'autres s'attendaient à être deuxième, ils sont arrivés cinquième et sixième. Vous étiez plus modeste et finalement, vous étiez les deuxièmes. Oui. Je pense que le CPR a su, pendant toute la phase préélectorale, suivre une ligne assez claire, assez droite, malgré toutes les difficultés, tous les secousses qu'a connu le paysage médiatico-politique à cette époque-là. Le CPR s'est distingué par une ligne très claire, très révolutionnaire aussi. C'était quand même le parti, presque parmi les seuls partis qui dénonçaient, par exemple, l'argent politique, l'argent sale, qu'utilisaient certains partis politiques, même des petits partis politiques aujourd'hui alliés. Donc, c'est un parti qui mettait, je parlais là plus précisément de Dr Mansour Marzouki, qui, avec ses articles et ses positions fortes et courageuses à cette époque-là, quand même, mettait tout le monde dans le même sac quand il s'agit de défendre les principes. Au lendemain du 23 octobre, donc, le CPR était propulsé à la deuxième position, deuxième force politique. Et là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Donc, effectivement, on avait deux choix historiques devant nous. Le premier, c'est rejoindre l'opposition. Là, c'était le choix le plus facile, le choix d'observer, de critiquer et pas forcément donner des alternatives. Donc c'est un peu le rôle passif, avec tout le respect que j'ai. Un peu réducteur pour l'opposition. Là, je ne parle pas du rôle naturel de l'opposition, mais on va dire que... c'est la caricature de l'opposition. Certains sont tentés quand même par cette approche-là, où il leur est donné le temps quand même de se reconstituer, de s'organiser, de se structurer, et pas forcément jouer le rôle de l'opposition tel que... jouer le rôle naturel de l'opposition auquel aspirent, on va dire, généralement les Tunisiens ou les peuples. Ok, donc première alternative... Je dis pas que l'opposition joue aujourd'hui uniquement ce rôle-là, mais je disais que c'était un des choix tentants à cette époque-là. Le deuxième choix, c'est d'assumer la responsabilité. Donc, c'est d'assumer cette responsabilité historique qui est celle d'affronter les problèmes réels du pays dans une phase très très difficile, avec un héritage très très lourd, un héritage d'une administration corrompue, d'un ministère de l'Intérieur aussi corrompu et soumis à des pouvoirs occultes, une pauvreté avec un taux de pauvreté de presque 25% de la population sous le seuil de pauvreté, un chômage qui a atteint des records, près de 800 000 chômeurs, etc. Ça, c'est tous les fléaux, d'accord. Mais la deuxième alternative, c'est surtout faire des alliances. Donc la deuxième alternative, c'est quand même participer au pouvoir. En faisant des alliances. En faisant des alliances. Bien évidemment, dans ces alliances-là, on va essayer de voir avec ceux qui aspirent aux mêmes objectifs ou ceux qui ont à peu près les mêmes principes et la même conception de la phase transitoire par laquelle on passe et des défis majeurs, des priorités de cette phase-là. Et d'après vous, CPR, Nahda et Takatul, à l'époque, avaient la même vision ?
Je pense qu'à cette époque-là, ces trois forces-là représentaient quand même quelque part un historique de militantisme et un ensemble de principes, même si sur le fond ou sur la manière n'était pas forcément très très homogène. Avait quelque part quand même certains objectifs, en tout cas les plus grands objectifs. Il y avait beaucoup d'objectifs communs, ceux de la Révolution, et qu'on voit apparaître après dans la déclaration d'intention, un document qui a été signé par les trois partis politiques, et notamment aller dans le sens de la réforme. Aller dans le sens de la réforme rapidement, même si on le fait progressivement. Certains partis voulaient le faire progressivement pour ne pas entrer en choc et en affrontement avec certains appareils de l'État et avec certains intérêts dans le pays. Avec un autre parti qui est le CPR, qui lui était, on va dire, plus radical dans sa ligne, plus radical dans sa volonté d'aller le plus rapidement possible et le plus loin possible aussi dans les réformes. Donc là, ce que je comprends, c'est que vous étiez convaincu que la Troïka était une alternative cohérente. À cette époque-là, j'étais convaincu que non seulement elle était cohérente, mais que c'était un défi intéressant et, je pense, porter quelque part un projet sociétal et un projet civilisationnel important. Ma génération, et peut-être pas forcément ma génération, mais celle qui nous a précédés, a vécu la dure période des années 89, 90 jusqu'à 92 et la répression des islamistes et cette chasse aux sorcières qu'a exercée aussi bien Bourguiba avant et ensuite Ben Ali, qui est celle de la diabolisation de l'islamisme politique. On ne voulait pas entrer dans cette bipolarisation. On savait que... Il y a bipolarisation et il y a alliance, c'est-à-dire on peut être contre ces pratiques, mais s'allier avec eux, il y avait certaines forces à cette époque-là. Ça peut être perçu comme un excès de zèle. Il y avait certaines personnes à cette époque-là, certains partis politiques et certains intellectuels qui essayaient quand même de reproduire ce schéma-là, schéma d'affrontement. Ils étaient arrivés premiers, c'est difficile de les exclure, mais de là à s'allier avec eux, c'est un choix politique clair. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce projet civilisationnel dont je parlais, qui est celui de prouver qu'une coexistence entre l'islam politique et les laïcs pouvait se faire. Pouvait se faire pacifiquement et pouvait même se faire sur la base de projets communs. Ça, c'était, on va dire, une base commune sur laquelle tout le monde s'accordait. Et c'était, comme je disais, à mon avis, un projet civilisationnel qui allait et qui pouvait faire de la Tunisie un modèle, on va dire, un nouveau modèle de régime politique ou de coexistence entre ces deux forces-là, aussi bien pour la zone, pour la zone du Maghreb que le Moyen-Orient, que pour tout le monde où il y a des forces quand même montantes, des forces montantes. Là, je parle de l'islam politique. L'islam politique. Okay. Et ça, c'était, on va dire, un des défis, c'est-à-dire essayer d'éviter ou de ne pas reproduire ce schéma, ce choc, cet affrontement, cette bipolarisation qui allait peut-être mener le pays à des issues dont on n'aimerait pas, pas avoir. C'est la théorie. Maintenant, en pratique, quand est apparue la loi de répartition des pouvoirs, où on a tout de suite tous vu et compris que les pouvoirs n'étaient pas du tout également répartis, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que déjà vous n'avez pas senti que c'était un marché de dupes, que l'alliance, oui, mais concrètement, l'essentiel du pouvoir était aux mains de Nada depuis le début? Alors c'est vrai que le document, ce projet de loi sur la répartition provisoire des pouvoirs, la première version qui a filtré en fait, qui a fuité donc sur les réseaux sociaux et sur Internet, quand les militants du CPR et même des sympathisants du CPR ont découvert ce document-là, était quand même... ils ont cru que c'était un faux. Ont reçu un sacré choc. Voilà. Et moi, personnellement, j'avais lu ce document-là et j'ai dit aux militants, non, il faut pas croire à ça, c'est un faux document. Donc, moi, j'ai cru vraiment que c'était un faux document au début. Ça paraissait pas réel tellement c'était... Ça paraissait surréaliste au début. Et on a vécu un choc très très dur. Je pense que à la suite de ça, la Troïka a refait un deuxième round de négociations et bon, le document a été quelque part un peu maquillé, modifié, mais le fond est resté quand même inchangé.
Euh, il y avait beaucoup de pression et de tractation au sein même du CPR, au sein de la Troïka, comme quoi il y avait un déséquilibre au niveau du poids électoral et qu'il fallait accepter certaines concessions, etc. Que cette phase historique et cette phase nous impose certaines concessions et que la démocratie impose certaines concessions, etc. Et donc, on a accepté quelque part cet état de fait en partant du principe que les trois partis politiques se sont accordés pour gouverner par le consensus et pour le consensus. Partant de ça et en faisant confiance, on va dire, aux trois partis de la Troïka, on a espéré que sur le fond, en pratique, on allait réellement se concerter et se consulter mutuellement, et quelque part gouverner, comme je disais, pour le consensus. Excusez-moi, je fais l'avocat du diable un peu, mais c'est un petit peu naïf, non? Quand on a en face de soi un mastodonte comme Nahda qui était beaucoup plus structuré, beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, qui arrivait premier, qui est en position de force, on est plus petit, on fait une alliance et on croit que tout va fonctionner sur consensus. C'est un petit peu naïf. Je pense que c'est avec le recul qu'on découvre que c'est naïf, mais la vie, c'est comme ça. La vie est comme ça. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps, et voilà, c'est une expérience dont il faut après tirer les leçons. Aujourd'hui, on commence à en tirer les leçons. En tout cas, moi personnellement, je commence à en tirer les leçons. J'espère que d'autres vont commencer à le faire. Mais pour revenir un peu, bien sûr, vient après la phase de l'exercice du pouvoir. Alors, avant qu'on parle de l'exercice du pouvoir, de votre arrivée au palais, l'arrivée du CPR au palais, des premières crises, je propose qu'on écoute un peu de musique. Il y a plein de révélations et plein de choses très intéressantes avec notre invité Ayoub Massaoudi, ancien conseiller principal auprès du président chargé de l'information. Alors, on a raconté un peu vos premiers pas au CPR. Nous en sommes au lendemain de la Troïka. Ça y est, on a signé et vous vous retrouvez parachuté à Carthage auprès du président et on vous nomme premier conseiller chargé de l'information. Racontez-nous, c'est quand même, pour un jeune homme comme vous, j'imagine, une drôle de situation. Un an avant, vous étiez à Paris, dans une petite vie bien rangée, ingénieur de votre État. Et puis là, on est au palais de Carthage. Mons Marzouri est président et vous êtes premier conseiller chargé de l'information. Parachuté, j'espère pas quand même. Mais on va dire que après le rôle que j'avais joué au parti en tant que responsable de l'information et de la communication, en tant que coordinateur, aux côtés d'ailleurs de M. Ahmed Daimi, qui était aussi co-coordinateur, on va dire. C'était un peu, on va dire, à peu près, pas naturel, mais on va dire, c'était attendu que je joue ce rôle-là après, donc à la présidence ou ailleurs, c'était pas important, mais jouer un rôle similaire au parti. Le président m'avait appelé à la suite des élections pour féliciter toute l'équipe, information et communication, et féliciter je ne me rappelle plus du mot qu'il avait dit, mais je crois qu'il avait dit la fourmilière. Voilà, c'est la fourmilière du parti qui a contribué fortement à ce succès, à cette réussite. Et il m'a demandé si j'avais des plans ou si je compte revenir en Tunisie. Je lui ai dit que s'il a besoin de moi, je serai à ses côtés dans les heures qui suivent. Donc c'est ce qui s'est passé. Et j'ai tout claqué. Moi j'avais claqué déjà j'ai démissionné de mon travail à peu près un mois avant les résultats des élections, et donc j'ai laissé un peu femmes et enfants. Je les ai pas abandonnés, mais on va dire j'ai mis comme dans les romans, j'ai laissé femmes et enfants pour aller au palais. Et donc voilà, j'ai mis entre parenthèses, on va dire, une vie familiale et professionnelle à peu près confortable. Et d'ailleurs, c'est confortable le palais. Je passe une dédicace à ma femme qui était vraiment à mes côtés pendant toute cette phase-là, et qui a été une femme vraiment très très courageuse. Et voilà quoi, aussi à mes deux enfants que je vais voir dans 2 jours. Mais donc voilà, pour revenir... quelques grammes de finesse dans ce monde de brut. C'est mignon. Exactement. Et donc voilà, alors, vous arrivez au palais et là, vous me sortez des chiffres incroyables. Combien de personnes travaillent au palais ? Donc avec
presque zéro expérience d'exercice de pouvoir, on arrive à une grande administration avec 3400 personnes, 600 civils, 2800 agents de sécurité. Il y a 2800 agents de sécurité qui travaillent au palais. Alors, on ne voit pas 2800 parce qu'il y a quand même une caserne où ils s'entraînent, etc. C'est énorme, c'est énorme, affolant. Je pense que c'était quand même fait sur mesure pour un régime présidentiel par excellence. C'était proportionnel au flicage de la société. Proportionnel oui, exactement, au quadrillage, à la volonté de ce quadrillage-là de la société et des personnes. Et on est venu, en tout cas, nous, on est venu avec un autre état d'esprit, avec un état d'esprit d'ouverture. Et je pense que même les médias ont vu ça, avec des conférences de presse presque toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, avec une certaine transparence aussi dans l'exercice politique. Ça, c'était voulu par le président de la République. Nous, on a essayé en tout cas de mettre en œuvre cette politique-là, celle de la transparence, de l'ouverture. Parlez-moi de l'équipe qui est sur place. Elle est pétrifiée, elle ne sait pas ce que vous allez faire d'eux, on craint une chasse aux sorcières. Ils sont dans quel état d'esprit ? Alors, je pense que les premiers jours, il y avait une sorte d'attentisme, effectivement, de méfiance. Je pense que certaines personnes se disaient qu'allaient faire ces gens-là de nous, quelque part. Moi, j'ai passé un peu de temps à aller discuter un peu avec les fonctionnaires, avec les gens. Et voilà, j'ai découvert un personnel très, très, très frustré qui s'est tué pendant des décennies et qui là se lâche un peu et parle des problèmes, des pressions, des harcèlements moraux, professionnels qu'il subissait, avec parfois même des effondrements, etc. Et voilà, je pense qu'après ils ont compris qu'on n'était pas là pour faire de la chasse aux sorcières, mais qu'on est venu vraiment pour travailler. Alors qui étiez-vous ? Le cabinet présidentiel est composé de combien de personnes ? Ce sont tous des hauts cadres du CPR. Expliquez-moi un peu le cabinet. Alors le cabinet se compose d'à peu près 30 personnes, peu près. Il y avait, je crois, il y avait 2 ministres conseillers. Sans rentrer autant dans le détail, mais qu'on comprenne globalement, c'est la garde rapprochée de Marzouk. Oui, c'est ça. Un cabinet présidentiel, c'est un peu le cercle de confiance. C'est l'équipe rapprochée du président qu'il consulte pour ses décisions, pour tout type de dossier, avec chacun ayant une spécialité. Voilà, avec tout ce qui est suivi de dossiers, etc. Alors justement, les dossiers commencent à arriver, les dissensions commencent au sein même du cabinet, ou les dissensions sont plutôt au sein de la Troïka au départ ? Je pense que le plus important, en fait, dont je parlerai, parce que, vous savez, dans toute société, il y a toujours des affinités, il y a des groupes qui se forment, etc. Ça, c'est pas l'aspect le plus important de la chose. Le plus important, c'est vraiment la façon dont on a commencé à gérer les dossiers. Et je pense que l'orientation politique ou le choix politique avait une influence directe sur la manière de traiter les dossiers. Je m'explique. Au tout début les quelques premiers jours, on va dire, à la présidence au palais, il y avait une certaine facilité, une certaine souplesse dans la coordination avec les différents ministères, les administrations, etc. Petit à petit, on a commencé que, peut-être par jalousie des différentes prérogatives, par jalousie des différents partis de leurs prérogatives, on a commencé un peu à verrouiller et à entrer dans une espèce de chasse gardée et d'esprit de concurrence plus que de complémentarité. Une cour, quoi. C'était un peu ça. Là, je parlais des relations entre les institutions. D'accord. Par contre, ce qui est le plus important et le plus frappant, c'est la manière, après, dans la manière de gouverner. Moi, je parlais tout à l'heure du document d'intention, ou la déclaration d'intention signée par les 3 partis, qui énonçait déjà l'esprit de consensus par lequel devait gouverner cette troïka et pour lequel devait gouverner. Cet esprit de consensus, en fait, n'avait pas on
on a vu que cet esprit de consensus et la volonté de consensus n'existaient pas réellement dans l'exercice, dans la pratique. On a commencé par exemple à avoir des nominations de gouverneurs sans concertation, sans aucune concertation avec le président de la République, ni d'ailleurs avec le parti, avec le CPR. On a vu aussi les délégués. Certains hauts cadres et responsables des grandes administrations de l'État, etc., les comités d'État, etc. Tout ça s'est fait un peu de façon vraiment très, très unilatérale. Donc en fait, il y avait un consensus quand tout le monde était d'accord, mais si vous risquiez de ne pas être d'accord, ils agissaient tout seuls. Je pense qu'ils agissaient surtout tout seuls. Dans tous les cas, c'était, on va dire, la tendance prédominante. Il n'y avait pas... pour dire les choses et pour vraiment être clair avec les gens, parce qu'il ne faut pas leur raconter des histoires, la Troïka n'existait pas réellement. Je pense que la Troïka a existé un peu pour répartir les pouvoirs, les prérogatives, avec une volonté réelle et évidente de l'hégémonie d'un parti, aux dépens de deux autres. Là, je parle de Harakat Ennahda, bien sûr. Et dans la pratique même, dans l'exercice de pouvoir, dans les choix majeurs qui concernent quand même tous les Tunisiens, il n'y avait pas de consensus réel. Là, je ne parle pas uniquement de la Troïka, mais je pense que le consensus dont on parlait, même dans la déclaration d'intention, concernait tous les partis politiques, mais aussi la société civile. Mais petit à petit, on est entré dans une sorte d'enfermement, aussi bien au sein de la Troïka, c'est-à-dire que la Troïka a commencé à entrer quelque part en autarcie par rapport à tout le paysage politique, tout le reste du paysage médiatique. Et aussi bien la Troïka que le CPR, que le cabinet, il y avait une tendance à pousser ou à renforcer en fait cette autarcie par la promotion d'une certaine image ou en convainquant, on va dire, le président que la Troïka était un peu la maison gardée de la révolution, que les forces de la Troïka sont les forces représentatives de la révolution et que tout le reste, c'était les forces anti-révolutionnaires. S'ils ne sont pas avec nous, ils sont contre nous. C'est marrant, ça fait 40 minutes qu'on discute. À chaque fois que vous parlez de la Troïka ou des forces, vous citez Ennahda, le CPR, mais le Takatol... Je pense que c'est peut-être révélateur d'un état de fait. Oui, justement. C'est-à-dire que si vous vous plaignez de ne pas exister assez aux yeux de Ennahda, là, le Takatol, on n'en parle même pas. Moi, je le dis honnêtement, je pense que Takatol s'est effacé sur le plan politique. Je ne sais pas si ce parti existe encore. J'ai beaucoup de respect pour les militants Takatol et pour les députés Takatol dont je connais certains, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on ne voit pas Takatol, on voit pas les positions de Takatol, on ne voit pas une existence sur la scène politique, on ne voit pas des positions. Quand on voit la position de Takatol ou sa manière de réagir, ses réactions par rapport à l'affaire Bardedi Mahmoudi, on se demande ce qui reste de ce parti-là, que je respecte beaucoup, qui a une longue histoire, mais l'État, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La Troïka, c'est surtout un parti politique hégémonique, dominant, avec deux partis politiques qui essayent de survivre et d'avoir un morceau dans l'exercice de pouvoir, dans les grands choix qui concernent la Tunisie. Alors revenons à vos choix personnels pour la pratique de votre job, qui était donc conseiller auprès du président chargé de l'information. Vous avez fait un choix très clair dès le départ, qui était de ne rien cacher au président. Quand on a préparé cette émission hier, vous avez une phrase qui m'a marquée, vous avez dit « Je suis là pour travailler l'État et pas l'état d'esprit du président ». Vous étiez vraiment dans une transparence. Le pire pour vous aurait été que le président apparaisse un jour en disant « Raltouni ». Vous vouliez jouer carte sur table et vous estimiez qu'il était capable de tout entendre. Mais malheureusement, vous n'étiez pas... vous étiez pratiquement le seul à être dans cette dynamique. Je ne sais pas si j'étais le seul. Moi, j'ose pas dire ça, prétendre ça. En tout cas, moi, je suis responsable de mon travail. Je vais parler de mon travail à moi.
même si je dois dire que au sein du palais, au sein du cabinet présidentiel, il y a eu une tendance dominante de renforcer, comme j'ai dit, cet état d'autarcie et d'enfermement au sein de la Troïka. Et qui, en fait, qui a toujours fait en sorte que le CPR, les positions des CPR, ont été hypothéquées pour l'intérêt de la Troïka. C'est-à-dire que certaines personnes ont travaillé, ont conseillé le président dans le sens vraiment de veiller à protéger la Troïka, plus que les intérêts du CPR. Les intérêts du Donc, CPR, mais si surtout, je ne veux pas dire intérêt du CPR, parce qu'il faut voir que le cabinet présidentiel n'est pas CPR à 100%. Il y a des gens qui ne sont pas affiliés qui ne sont pas adhérents à des partis politiques, et il y a des indépendants. Donc c'est quand même une équipe assez hétérogène, et on voulait vraiment séparer la présidence du parti politique. D'accord. Et je pense qu'on a réussi à ça. Mais donc, cela dit, c'est quand même le président de la République quand même est le président du Congrès pour la République, même s'il a gelé comment dire, son activité, on va dire, directe avec le CPR. Il n'a pas coupé complètement les ponts, mais il a réussi, on va dire, il a tenu sa promesse, son engagement de vraiment séparer la présidence du parti et de représenter donc là, tous les Tunisiens. On parle des cadres du CPR, si j'ai bien compris. Vous dites que certains tenaient absolument à préserver la Troïka, quitte à compromettre un peu. Pas forcément CPR. Le cabinet. Certaines personnes, certaines forces, certaines personnes parmi les conseillers, pas que des CPRistes. D'accord. Je pense ont été, on va dire, on veillait plus à la protection de la Troïka, du consensus, ce qu'ils appellent le consensus au sein de la Troïka, que le consensus national. Voilà, donc éviter le conflit. Éviter le conflit avec les partis quitte au sein de la Troïka. Adhérer à des choses qui ne portaient pas en eux. Et je pense que pour moi, c'était une déviation assez dangereuse, qui est celle de vraiment de s'écarter et de s'éloigner du consensus. Le consensus qui, je le dis encore, ne devait pas concerner que la Troïka, mais vraiment tout le paysage médiatique, avec toutes les forces politiques et civiles. Moi, de mon côté, je pense que le président le sait très très bien, le sait pertinemment. J'ai toujours essayé de faire mon travail de la façon la plus neutre possible, même si en politique on ne peut pas être neutre, mais pour conseiller un politique, un président d'une république, qui doit se faire un avis, il doit être informé, moi j'étais conseiller en information, doit être informé de tout ce qui se passe dans le pays, aussi bien sur le plan politique, social, culturel, vraiment dans tous les domaines sécuritaires. Je devais vraiment faire ce travail-là sans aucune arrière-pensée et sans aucun calcul politique, et surtout essayer de ne rien lui cacher, que ce soit pour préserver ou protéger ce consensus au sein de la Troïka ou autre. Et donc, dans tout ce que j'ai fait ça de la façon la plus neutre. Il y a eu, moi à mon avis, il y a eu 2 crises majeures qui pour moi ont marqué mon esprit. Il y avait le 9 avril, qui est donc le 9 avril, vous vous rappelez, il y avait. Je m'en rappelle, une triste date. Et je suis désolé pour tous les journalistes qui ont subi donc des répressions ou des violences ce jour-là, mais le 9 avril, c'était le jour où M. Ali Laray, donc le ministre de l'Intérieur, a interdit la manifestation sur l'avenue Habib Bourguiba. Et ce jour-là, il y a eu manifestement un usage excessif de la violence. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quelques quand même dépassements, aussi bien sur l'avenue Bourguiba que sur les artères secondaires. Bien évidemment, l'usage de la force de l'État, elle est légitime quand il s'agit d'imposer l'ordre public. Par contre, les dépassements, tout ce qui est usage excessif de la violence et aussi la présence de certains civils parmi les forces de l'ordre, tout ça, moi, je l'ai reporté.
Moi, j'ai reporté, je l'ai mis sur un document, sur un CD, et donc j'ai demandé à mes collègues dans le département que je dirige de préparer ces documents-là, ces rapports sur les avis des différents partis politiques, de la société civile, de la presse nationale et étrangère. Et donc j'ai donné ça au président le matin même du 9 avril, sachant que le président allait faire une émission le soir même sur la TV nationale. J'ai su après que certains conseillers n'ont pas trop aimé en fait cette approche-là, cette franchise ou cette. Donc pour eux, il fallait cacher ou camoufler. Pour eux, en fait, ça allait, on va dire, je sais pas moi, exciter ou énerver le président, et donc il fallait pas l'énerver, il fallait pas retour aux bonnes vieilles habitudes, l'exciter avant l'émission télé. Sauf que pour moi, je voulais vraiment éviter à tout prix que le président de la République sorte un jour à la télé et dise Raltouni. Voilà. Et donc il fallait qu'il sache qu'il y avait un usage excessif de la violence, il y avait des civils, en tout cas moi j'ai mis des photos et des vidéos où il y avait des civils effectivement avec des bâtons qui frappaient donc les manifestants, qu'il n'y avait pas de la violence uniquement sur l'avenue Habib Bourguiba, mais aussi sur les artères secondaires. Et voilà quoi. Pour moi, c'était mon travail naturel, mon rôle naturel pour informer le président de tout ce qui se passe. Donc ça, c'était la première crise. La deuxième... Alors, la crise, je m'explique en fait, parce que là, je parlais de mon rôle. Mais le problème, c'est que quand j'étais voir le président, presque par effraction, parce que les mécanismes de décision au sein du cabinet ne sont pas très très clairs. Donc il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme clair pour tout ce qui est prise de décision, pour tout ce qui est concertation, etc. Et donc de temps en temps, j'ai besoin d'aller par effraction m'imposer dans les discussions. Et, je me rappelle qu'il y avait deux conseils avec le président de la République, donc qui parlaient un peu de l'opposition, qui essayait d'exciter la rue, que certains opposants parlaient de récupérer l'avenir Bourguiba même par la force, etc. Et que ça s'inscrivait dans le complot qui vise plus la Troïka et renverser le gouvernement qu'autre chose, etc. etc. Donc moi, j'avais intervenu, je lui ai dit mot par mot, Monsieur le Président, juste pour équilibrer le propos, voilà, il y a usage excessif de la violence, il y a tous les éléments dont je viens de parler. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu les dysfonctionnements au sein même du cabinet. Alors, et dans la façon dont on considère en fait nos rapports avec NAD et avec la Troïka. Vous écoutez RTCI, Emel Smeoui au micro, Enis Lourimi à la technique et Monsieur Ayoub Masroudi, mon invité, ex-conseiller principal auprès du président, chargé de l'information. Nous parlions des raisons de sa démission. On arrive dans le vif du sujet. On a parlé de la première crise qui était la manifestation du 9 avril et les violences et les répressions. La deuxième crise importante, primordiale, c'est l'extradition de Bardedi Mahmoudi. Alors, les coulisses. Alors, l'extradition de Bardedi Mahmoudi, qui effectivement était, on va dire, l'ultime manifestation de cette absence de consensus et peut-être la volonté même d'enterrer le consensus. Et qui est, je l'ai dit et je le répète, l'affaire Bardedi Mahmoudi est plus une affaire vraiment de trahison d'État qu'une affaire de simples différends sur les prérogatives, etc., entre deux personnes au sommet de l'État. Alors, qui a trahi qui? Expliquez-nous. Alors, le 24 juin, vraiment pour parler rapidement, parce que j'en ai déjà parlé dans la presse, mais le 24 juin, j'apprends par la voix d'un journaliste vers 11h, 11h30 du matin, qu'un journaliste m'appelle et me demande en fait de confirmer l'extradition de Bardedi Mahmoudi par le gouvernement. Moi, je lui dis, écoutez, vous venez de m'apprendre cette information-là, je ne pense pas qu'elle est vraie, et que le gouvernement connaît très très bien la position du président Mansour Marzouk, et je ne pense pas qu'il oserait quand même faire une bêtise pareille. Un affront. Alors là, il m'a donné quand même quelques détails qui ont vraiment attiré mon attention. Donc, il m'a dit que le président, que Bardedi Mahmoudi, a été donc transporté à l'aéroport militaire de Laouine
là où il y avait un avion privé, un avion libyen privé qui l'attendait, avec à son bord le chef le chef suprême de l'armée libyenne. Là, les détails, ça vous a Et ces mis le détails-là, en doute. fait, donc c'était à 10h20 qu'il a été extradé. Donc ces informations-là, et le fait qu'il m'avait dit aussi que c'était un responsable, un proche, on va dire, des cercles du gouvernement et quelqu'un de Harakat al-Nahda, plus précisément qui lui a donné ces informations-là. Moi j'ai contacté tout de suite le directeur de cabinet, c'est Ahmed Demi, le porte-parole, c'est Aden Manser, et le conseiller juridique, c'est Samir Ben Amour, pour les informer et savoir si eux étaient au courant de cette extradition. Donc les trois n'étaient pas au courant et le directeur de cabinet a fait ses contacts ici et là et m'a confirmé vers 12h30, 13h qu'effectivement Bardedi Mahmoudi a été extradé. Où est le président en ce moment-là? Alors, le président, ce matin-là, vers 8h, 8h30, a pris un avion militaire pour aller dans quelques zones militaires comme Rmeda, Burj al Khadra, etc. Donc, il est le plus loin possible de la capitale. Il était un peu dans le désert en fait. Il était soit Au à fin fond bord, du désert. au fin fond du désert. Il était soit dans l'avion militaire ou dans le désert, et dans les deux cas, il était injoignable. Ou du moins, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Oui, parce que c'est incroyable. Un président injoignable, c'est quand même... Alors, un chef suprême de l'armée ne peut pas être injoignable. On est tous d'accord voilà. Et il faut savoir aussi que l'armée dispose de téléphones satellites où on peut atteindre donc on peut joindre le président de la République, même au fin fond du désert, même au fin fond du Chili. Et donc cet alibi que le président de la République n'était pas joignable n'est vraiment pas tenable. Et donc je reviens sur cette histoire-là. Moi, je crois pas au hasard. Autre détail important, le président n'est pas seul. Alors, le président n'est pas seul. Il y avait Rachid Ammar, le général Rachid Ammar, et Abdelkrim Zbidi, le ministre de la Défense. D'accord. Alors, moi je sais que ces deux personnes-là étaient au courant de l'heure de l'extradition, des détails de l'extradition, du lieu, etc. Ils ont passé toute la journée du dimanche 24 avec le président de la République. Sans l'informer. Ils n'ont pas pipé un mot. Voilà, d'où la trahison d'État, elle se situe là. Pour moi, il s'agit clairement d'une trahison d'État. Le président de la République, c'est le chef de l'État, c'est le représentant de l'État, c'est le commandant suprême de l'armée. Et ne pas informer le président de la République et passer toute une journée avec lui, Rachid Ammar était avec lui au centre de formation Pasteur, et n'a pas pensé, ou a évité plutôt, de l'informer. Moi, je ne sais pas comment qualifier ça. Moi, le seul mot qui vient à l'esprit, c'est trahison d'État. C'est une accusation très grave. Est-ce que vous vous rendez compte des répercussions? Je parle même pour vous en tant que personne. Ne craignez-vous pas pour votre liberté, pour votre sécurité? Accuser le ministre de la Défense et le chef suprême des armées de trahison d'État, c'est quand même énorme. Moi, je les accuse de trahison d'État et j'assume ma responsabilité. J'espère que d'autres personnes assumeront la leur. Et je pense que j'ai fait ce que mon âme et conscience me dictaient. Je ne sais pas comment qualifier ça autrement. Il n'y a vraiment pas d'autres mots pour le dire. Je pense que des institutions de l'État ont été mises à contribution ou soumises par le parti dominant, parce que, comme je l'ai expliqué, pour rapatrier, pour extrader Bardedi Mahmoudi, il faut le sortir de prison, il faut l'amener à l'aéroport. Ça implique le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur. Ça implique quand même un certain nombre d'appareils de l'État qui, pour moi, ont été quand même complices dans toute cette histoire de trahison d'État. Et c'est pour ça que moi, dans une interview que je fais hier sur Tonsi, j'ai dit qu'il faut vraiment, très très vite et tout de suite, ouvrir une enquête. Si on prend vraiment au sérieux l'État tunisien et l'institution de la présidence, parce que pour moi, les personnes sont là vraiment de passage, c'est l'institution qui doit être respectée. Et il faut vraiment ouvrir une enquête sur cette histoire d'extradition. Vous avez lâché cette bombe de trahison d'État
hier. Le buzz est complet, tout le monde ne parle que de ça, ça a été repris par plusieurs journaux. J'ai lu les commentaires, il y a deux types de réactions. Il y a des gens qui saluent votre courage, qui disent mieux vaut tard que jamais, il aurait dû réagir tout de suite, dénoncer ça tout de suite, vous le faites quand même, donc des gens saluent ce courage. Et d'autres personnes parlent du devoir de réserve. À un poste aussi stratégique et élevé qu'était le vôtre, déballer tout ça dans une période critique, quelle est votre position vis-à-vis du devoir de réserve ? Alors, si je dois m'expliquer sur pourquoi je fais ces déclarations là maintenant. Quand j'ai fait ma démission, quand j'ai écrit la lettre de ma démission que j'avais annoncée au public, j'ai fait le choix d'effectivement respecter un devoir de réserve pour un temps. J'avais dit que j'allais, pour l'intérêt de l'État, l'intérêt du pays, parler des vraies raisons de cette démission, des détails de cette démission-là. Je pense que le moment est venu. Et je pense même que j'aurais dû en parler le jour même. Oui. Parce que je pense qu'une affaire de trahison d'État, je pense qu'à cette époque-là, je voulais vraiment pas, on va dire, creuser encore. Envenimer la situation. Envenimer la situation. Et je pense que la situation politique était quand même sur le bord de l'effondrement politique. Et je voulais pas enfoncer le clou, je voulais vraiment que ce tourbillon passe. 15 jours après, et voilà, passer quelques temps et après parler de ça. Et je pense que on peut pas se taire sur une affaire de trahison d'État. C'est vraiment très très grave ce qui s'est passé parce que finalement on a vécu, en fait, on est en train d'assister à une sorte d'instrumentalisation de l'État et des institutions de l'État pour l'intérêt d'un parti politique. Et ce schéma-là doit nous faire peur et doit vraiment nous rappeler ce que faisait le RCD, le ex-RCD, qui s'identifiait à l'État. Donc on a quand même vécu le parti-État et l'État-parti, qui était un cauchemar dont moi j'aimerais pas voir la Tunisie revivre ce cauchemar-là. Et donc il faut quand même affronter ces réalités-là. Moi je n'ai aucun calcul politique. Moi j'ai démissionné de la présidence. J'annonce là aussi ma démission du parti, du CPR. Je n'ai aucune... Vous démissionnez du CPR? Moi, je démissionne du CPR. Je n'ai aucune ambition, que ce soit pour le bureau politique, comme certains, peut-être l'ont compris, ont essayé de promouvoir cette idée-là. Moi, je me prétends pas au bureau politique. C'est vraiment pour l'intérêt du pays et pour vraiment informer les gens des risques qu'ils encourent si on continue sur cette voie-là. Il y a un parti politique qui a une volonté évidente, là je parle de Harakat al-Nahda, d'avoir la main mise et de contrôler donc les institutions de l'État qui n'appartiennent à aucun parti. Et comme je disais tout à l'heure, si on observe, en fait, si on prend un peu de temps à analyser la façon dont Bardedi Mahmoudi a été extradé, on se rend compte quand même que ce sont des pratiques, moi je qualifie de mafieuses. Quand on sort quelqu'un comme ça de prison, qu'on le donne en catimini, comme ça, sans informer. Toutes les ligues des droits de l'homme, tous les humanistes ont dénoncé. En transgressant tous les protocoles et toutes les traditions républicaines et juridiques, d'ailleurs, comme informé le président de la République, respecter donc les lois, respecter aussi le rapport qui a été soumis par cette commission des droits de l'homme, qui a stipulé clairement que aussi bien la société civile libyenne qu'étrangère a demandé au président, dans des courriers qui ont précédé l'extradition, ont demandé de reporter l'extradition de Bardedi Mahmoudi. La magistrature en Libye n'est pas indépendante et ce pays n'est pas encore stabilisé, et donc les conditions d'une justice indépendante et neutre ne sont pas offertes aujourd'hui. Et donc, vous savez qu'il y a quand même un ministre qui a parlé d'une centaine de millions de dollars offertes. Et donc, tout ça, c'est à la fois une trahison d'État, mais aussi une trahison pour les principes de la Révolution, celle de vraiment du respect de l'humain qui a été bafoué pendant une autre trahison au sein même du CPR. Vous avez annoncé que certains, voire tous les ministres du CPR, ont signé l'extradition de Bardedi Mahmoudi. Alors, il y a deux choses en fait.
On va aller vite, on a plein de choses à se dire encore. L'ordre d'extradition a été donc effectivement signé après un conseil ministériel vers le 15 mai, je crois. Mohamed Abou, Sihem Badi, les figures du CPR ont signé. Je ne veux pas nommer. On les connaît, les ministres du CPR. Je ne veux pas citer les noms. Je veux pas citer de noms, mais. Je me mouille, je les cite pour vous. Il y a 26 ministres qui ont été présents pendant ce conseil ministériel. Il y a 23 qui ont signé. Il y a 2 qui ont refusé et 1 qui s'est abstenu. Il y a un certain nombre de ministres CPRistes qui ont signé. Moi, je regrette ça parce qu'il aurait pu tout simplement exprimer une certaine position politique en s'abstenant de signer, tout simplement. Je ne pense pas que ça aurait changé la face du monde, mais je pense que de temps en temps, il faut avoir le courage d'exprimer certaines positions politiques, et surtout celles de son parti. La deuxième chose, c'est quand même le comportement, je ne dirais pas du CPR, parce que moi j'ai un grand respect pour la base du CPR, pour les militants du CPR, qui sont vraiment des gens très, très combatifs, très fidèles aux principes de la Révolution, aux objectifs de la Révolution, et qui sont vraiment assoiffés et aspirent au retour de CPR à ses sources. Ce parti qui a su pendant, sans argent, sans lien avec les intérêts financiers, avec des forces étrangères, a su se positionner en deuxième force politique. Et pourtant, vous abandonnez le navire. Pourquoi vous quittez le CPR ? J'abandonne le navire parce que j'ai plus d'espoir dans le leadership de ce parti-là. Je regrette beaucoup la façon dont le secrétaire général du parti, M. Mohamed Abou, s'est comporté à la suite de l'extradition et toutes les contradictions qui se sont suivies. Des déclarations dimanche, le soir même de l'extradition, pour donner des arguments juridiques et toute une argumentation juridique pour justifier l'extradition. Et mardi, un communiqué du parti, un communiqué très très faible, et mercredi, d'autres déclarations, une série de déclarations de M. Mohamed Abou pour justifier l'extradition et dire que, au contraire, la Tunisie a mis trop de temps à extrader, qu'on n'a pas de leçons de droits de l'homme à donner, etc., etc. Moi, je pense que la Tunisie a des leçons à donner. Je pense que la Tunisie doit montrer l'exemple et il faut être fier de notre révolution. Aujourd'hui, heureusement, il y a toutes les raisons d'être frustré et déçu, mais moi je reste fier de ce que les Tunisiens ont fait. J'ai beaucoup d'espoir dans l'avenir et je pense que les gens doivent défendre leurs idées jusqu'au bout. Alors, et être fidèles à leurs principes. Voilà. Je vais faire l'avocat du diable une seconde fois. Ayoub Massoudi, vous étiez responsable de l'information auprès du président, responsable un peu de son image et de sa relation avec les médias. On ne va pas se leurrer, il y a eu plusieurs gaffes durant la présidence de Marzouki. Il y a eu son look qui a créé pas mal de moqueries. Il y a eu le Pins, par exemple. Il y a eu l'émission de Hannibal qui était extrêmement populiste et je ne sais pas si elle a fait plus de bien que de mal. Il y a eu la théorie des chaussettes et des chaussures. Il y a eu l'affaire de l'AFP et du Tartour. Il y a eu le baisement. Il y a eu plein de petites crises que vous, en tant que jeune conseiller sans expérience, vous l'avez dit vous-même, n'avez peut-être pas traité. Je sais que c'est pas facile, c'est facile de critiquer, de jeter la pierre, mais concrètement, est-ce que vous aviez les épaules assez larges pour ce poste ? Est-ce qu'un jeune conseiller de 32 ans sans expérience peut se retrouver responsable de l'information dans un pays post-révolutionnaire où l'ambiance est très tendue, les coups bas sont multiples ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, je vous demande vraiment d'être objectif, étiez-vous la personne qu'il fallait pour ce poste ? Moi, je pense que pour gouverner un pays, il ne s'agit pas de personnes, en fait. Un petit peu quand même, c'est important. Le charisme est important. Je pense qu'il s'agit aussi d'équipe, il s'agit de philosophie de travail aussi en équipe. Il s'agit d'écoute, de concertation mutuelle. Et donc, c'est toute une philosophie de travail qui doit être présente dans les esprits pour faire réussir et pour pousser ce bateau-là. Les erreurs, il y en a. Moi, je concède qu'il y a eu des erreurs. Je pense que ce sont ceux qui en font le moins ou qui travaillent le moins qui font le moins d'erreurs. Je pense qu'il y a eu des erreurs dont j'assume la responsabilité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'en cache ou qui refuse d'assumer la responsabilité. Je pense qu'il y a eu des erreurs dues surtout à la masse de travail, en fait. Qui était là. Dire que est-ce que j'ai les épaules assez larges ou pas, moi je pense que oui.
Je pense que j'ai fait mon travail en tout cas avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de rigueur. J'ai essayé de porter ma voix, de défendre mes idées. Mais si en face, il n'y a pas de volonté, effectivement, d'écoute et de concertation, et qu'il y a d'autres agendas, autres que vraiment défendre un certain projet pour lequel moi je suis venu, j'ai claqué la porte en France et je suis venu. S'il n'y a pas cet esprit-là de concertation et de vraiment défendre ce projet-là, et plutôt défendre, préserver le pouvoir ou essayer de vraiment veiller plus à la longévité politique que défendre un projet, là on ne peut pas avancer de toute façon. D'accord. Alors une dernière question, j'aurais aimé vraiment qu'on en parle plus longuement. Le cas Mostapha Nebli, demain une grande journée se joue, vous êtes tranquille, vous n'êtes plus impliqué directement. En préparant cette émission, vous m'avez pratiquement dit Mostapha Nebli est une compensation à l'affaire Bardadi Mahmoudi. Marzouki a cédé ou a été contraint de céder sur l'affaire Mahmoudi. Pour calmer le jeu et pour vraiment qu'il refasse figure humaine, on concède le cas de Mostapha Nebli. Un mot, vraiment, il nous reste une minute. Aussi, encore une fois, une façon très très maladroite en fait de gérer les crises. Moi, j'étais pas concerné par cette décision-là, on m'a pas consulté. Donc, d'après vous, demain, Mostapha Nebli va être limogé? Je sais pas. Moi, quand j'entends M. Lotfi Zitoun faire des déclarations à la presse, à Sabah, que la tendance prédominante, c'est celle de reporter la révocation de Mostapha Kamel Nebli, je me dis que c'était une erreur stratégique, une erreur de communication d'annoncer le limogeage à cette date-là, même s'il y a eu un accord au sein de la Troïka que Mostapha Kamel Nebli allait être révoqué. Mais encore une fois, cette décision-là, moi, je n'étais pas concerté et on m'a demandé carrément de l'annoncer. On m'a mis devant un état de fait que j'assume pas. Et donc, moi, j'ai choisi de ne plus assumer les erreurs des autres. D'accord. Voilà. Ayoub Massoudi, je résume. La Troïka n'existe plus. Nahda veut la mainmise sur les mécanismes du pouvoir. Il y a eu trahison d'État et je quitte le CPR. Voici ce que j'ai. Dernière information, juste pour ceux qui peut-être pensent que j'ai un certain nombre de calculs politiques. On m'a proposé il y a à peu près une semaine, le cabinet présidentiel, il y a un responsable, donc directeur de cabinet, m'a proposé donc un poste d'ambassadeur dans un certain nombre de pays, dans Rome, Bruxelles, etc. Moi, j'ai refusé, j'ai décliné cette offre-là et je l'ai même écrit dans la lettre de démission que j'ai adressée directement au président et j'ai dit que nous avons un différend politique de fond et je ne cherche pas de poste politique. Vous n'êtes pas acheté. Voilà. Je ne suis pas acheté. Et je vous salue pour ça. Merci. C'était Ayoub Massoudi, ancien premier conseiller chargé de l'information au président Marzouki.